Salutations compagnons et compagnonnettes. Dans le cadre de la fête de la Rose d'Or, qui a donc eu lieu en octobre 2021, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs reportages. Vous les avez vus sur ma chaîne. Il y en a un que j'ai réservé pour la fin, parce qu'il m'a permis de rencontrer un homme, enfin plus particulièrement de mieux le connaître. Cet homme, tout le sud médiéval le connaît, c'est Simon de Montfort. Et sa troupe, ce sont les compagnons de Simon. Avec ma troupe, les Seigneurs d'Hautpoul, nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer Simon, qui dirigeait alors la compagnie des Quatre Vents lors de maintes fêtes médiévales. Mais on se croisait en se disant quelques mots sans plus. Et là, j'ai pu, pendant 20 minutes, découvrir un homme exceptionnel. Quelqu'un d'une amabilité, d'une convivialité, d'un humanisme exceptionnel. Quelqu'un avec les valeurs que nous partageons tous dans le monde médiéval. Et surtout, quelqu'un qui a une culture historique médiévale gigantesque. Alors je vous invite maintenant à suivre cette interview de Simon de Montfort au sein de sa Mesnie, les compagnons de Simon, et de comprendre un peu mieux le monde médiéval du XIIIe siècle. Comme vous le savez, ce sera après ça. Alors bonjour à toi Messire, merci de me recevoir sur ton camp. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta troupe s'il te plaît? Alors je me nomme Simon de Montfort, ma troupe c'est les compagnons de Simon. Je devrais dire plutôt maintenant c'est une Mesnie, car j'y ai mon épouse, mes filles, mes gendres qui nous ont rejoints. Et cette Mesnie c'est une Mesnie donc familiale où on s'entend super bien, on délire à mort. C'est ça qui fait la force des compagnons de Simon. D'accord. Alors, peux-tu définir, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de Mesnie, s'il te plaît? Alors, la Mesnie, c'est la famille au sens très large du terme. C'est-à-dire, la Mesnie comporte les parents proches, mais les parents éloignés et aussi les serviteurs de la Mesnie. C'est-à-dire tous ceux qui vivent dans la même maison et qui sont, au château si on préfère, et qui sont au service du Seigneur. D'accord. Alors donc tu m'as parlé de Simon de Montfort. J'imagine que ce sont ces armoiries sur ton tabar? Absolument. Alors est-ce que tu peux me les décrire en héraldique? C'est très facile. Je vais les blasonner comme nous disons. Vas-y, oui, je t'en prie. Elles sont de gueules à un lion rampant d'argent. D'accord. À double queue. D'accord. Alors donc, gueule c'est rouge, hein, c'est ça? C'est ça. Et argent c'est blanc. C'est blanc. Ce sont les définitions de l'héraldique médiévale. C'est bien ça, je ne me trompe pas. D'accord. Et donc, tu incarnes le personnage de Simon de Montfort. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Oh là. Pourquoi ce choix, par exemple? Ce choix, c'est un hasard qui m'a conduit à ce personnage. Il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus si c'est 20 ou 21 ans, j'étais dans une autre compagnie. Ça s'appelait les Chevaliers de l'Ordre des Quatre Vents. Et nous faisions un spectacle qui s'appelait Hérésia, la tragédie cathare. D'accord. Et donc Simon de Montfort devait être représenté car c'est un personnage un protagoniste important extrêmement important, bien sûr. De la tragédie cathare. Ce qui fait que personne ne voulait le faire parce que c'était quelqu'un du Nord, méchant, soi-disant, etc. J'imagine. Et j'avais à peine 50 ans à l'époque. Donc l'âge de Simon de Montfort quand il a conquis le sud de la France. D'accord. Et moi, je dis pourquoi pas, puisqu'on m'attribuait ce rôle, pourquoi pas. Eh oui, et je trouve qu'il te va très bien. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est que j'incarne très bien Simon de Montfort. Et j'ai donc pris ce personnage à cœur, je l'ai étudié, j'ai lu ses biographies, j'ai fait des recherches. Moi, je ne suis pas historien, mais je me suis pris au jeu. Ouais. Et je trouve ce personnage super intéressant. Ouais. Bon, c'est pas son côté hyper catholique, hyper intransigeant. Religieux. Non, c'est son côté chevalier qui n'a qu'une parole. Quand il donne sa parole, il la tient. S'il dit « je vais te tuer », celui à qui il a dit ça, il vaut mieux qu'il court très vite parce que sinon, s'il le retrouve, il est mort. S'il donne sa protection, il protégera mordicus la personne. Donc, c'est un personnage qui un peu quelque part me ressemble. J'ai qu'une seule parole.
C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un, toi t'es un gros, Oui, oui. je lui dis en face et je le pense. Voilà, et donc tu suis bien les vertus chevaleresques du Moyen-Âge. Absolument. D'accord, parfaitement. Ah donc si je me trompe pas, Simon de Montfort a fait la guerre, il avait un frère et un fils. Hein. Tu peux m'en dire plus? Il avait un frère qui s'appelait Guy de Montfort, qui l'a sauvé, ça lui a coûté la vie d'ailleurs, le 25 juin 1218, sous les remparts de Toulouse. De Toulouse, oui. Et il a été l'a récupéré, blessé par des carreaux d'arbalète. Et en ramenant son frère, il a pris une pierre sur la tête, tirée par les femmes, avec une pierrière tirée par les femmes du quartier de Saint-Cernin. Et comme dit la chanson albigeoise, ses yeux sont sortis de la tête, ses dents ont toutes explosé de sa bouche et son cerveau est sorti par ses oreilles. Donc il a pris la pierre en pleine face. En pleine tête. Tirée à bout portant. Enfin, 60, 80 voilà, mais par rapport à la puissance de la machine, d'accord. Oui. Et donc, si je me trompe pas, il y a une plaque à Toulouse, à l'endroit où il a trouvé la mort. Absolument. Et il y a aussi une fausse plaque d'inhumation à Carcassonne. Ah, c'est la question que j'allais te poser, justement. Voilà, à Carcassonne, c'est une plaque du 19e siècle. C'est absolument pas la plaque exacte qui recouvrait le tombeau de Simon de Montfort pendant les 6 ans où il a été enterré à Carcassonne avant d'être remonté par son fils à Montfort-l'Amaury. D'accord. Et son fils c'est Amaury, c'est ça, Amaury de Montfort. Alors c'est son fils aîné, Amaury de Montfort, qui a récupéré le titre de comte de Toulouse, vicomte de Béziers, de Carcassonne et d'Albi, et duc de Narbonne, et je sais plus quoi, du Valentinois. D'accord. Et qui a cédé toutes les terres au roi de France contre le titre de comte de Montfort et est rentré dans la région parisienne. D'accord. Ensuite, Toulouse et tout le sud de la France qui avait conquis Simon de Montfort est entré dans les possessions du roi de France. Et c'était Louis VIII à l'époque, je me trompe ou pas? C'était Louis VIII. Alors attends, c'était Philippe Auguste au début. Oui. Philippe Auguste, il meurt en 1231, c'est Philippe Auguste qui récupère. C'est Philippe Auguste, d'accord, d'accord. Et en ce qui concerne la sépulture de Simon de Montfort, donc elle est à Montfort-l'Amaury. Oui. Elle est encore visible ou pas du tout? Alors là, honnêtement, je sais pas. Je suis pas monté. J'aimerais bien y monter un jour pour voir. Je sais que la seule fois où je suis monté là-haut, j'ai vu la tour de l'ancien château. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Voilà, mais il n'y a plus que ça qui reste. Oui, tout à fait. Mais le tombeau, je sais pas. D'accord. Il va falloir que je me renseigne parce qu'il faudra que j'aille me recueillir sur mon tombeau. Tout à fait, oui. C'est qu'il n'arrive pas tous les jours et pas tout le monde. Qu'on puisse aller se recueillir sur son propre tombeau. D'accord. Et alors, je me suis laissé dire par des gens, par des amis au doigt, qu'il y avait un proverbe qu'on disait, quelqu'un qui était un petit peu, pas bébête, mais un petit peu candide, c'est un Amaury. C'était par rapport à la cession je me trompe, ou à la cession des terres au roi, ou qu'en penses-tu? Je pense que ça peut venir de là, mais honnêtement, je ne sais pas. D'accord. C'est une réflexion que j'ai entendue vraiment dans des petits villages audois, par des vieux, qui m'a été rapportée par leur petit-fils. J'ai trouvé que l'expression était assez amusante. Ouais. D'accord. Autre chose, je me suis laissé dire que Simon de Montfort avait des possessions anglaises aussi, il avait un titre anglais. Le comté de Leicester. Comté de Leicester. Parce que par sa mère, il est directement dans la lignée des rois d'Angleterre. Ah, carrément. Oui. Et son fils cadet Simon V de Montfort a failli prendre le trône d'Angleterre. Mais il a été trahi par ses propres amis et au lieu de rencontrer le roi avec 12 chevaliers de son côté et 12 chevaliers du sien, il s'est retrouvé avec plus que 4 fidèles de son côté et 8 qui ont été achetés par le roi d'Angleterre pour se retourner contre Simon de Montfort. D'accord. Le roi a failli se faire tuer quand même, car Montfort et son fils et tous les Montfort sont d'excellents escrimeurs. D'accord. Et à 4, ils ont défait les 3/4 de la troupe du roi d'Angleterre. D'accord. Pour y arriver, le roi d'Angleterre s'est armé d'une lance et a planté dans le dos de Simon de Montfort la lance. Sinon, Simon V de Montfort serait devenu roi d'Angleterre. Donc ça, c'était avant la croisade albigeoise? Ah non, non, c'est après la croisade. D'accord. C'est en 1260
5. Ah d'accord. Donc le roi c'est Henri III C'est Henri II. Non, attends. C'est le fils de Jean sans Terre. Non, je ne comprends pas. C'est un cousin c'est encore un... C'est un Plantagenet en tout cas. Un Plantagenet, mais c'est pas la ligne directe. D'accord. Parce que le seul roi qui a eu... Jean sans Terre n'a eu que des bâtards lui aussi. D'accord. Sur sa femme officielle, il n'a pas eu d'enfant mâle. D'accord. Et c'est pas dans la ligne directe du roi de l'époque des Charceurs de Lyon, etc. Parce qu'en 1215, quand meurt Jean sans Terre, il n'a pas d'héritier. Descendant direct. D'accord. Voilà. Donc c'est un cousin qui revendique le trône. D'accord. Et qui monte sur le trône. Mais c'était apparemment, il n'avait pas la carrure de Henri II d'Angleterre, Henri II. Ouais, tout à fait. Alors il s'est fait appeler Henri III, je crois. Mais Henri III Plantagenet. D'accord. C'est pas. D'accord, c'est pas en ligne directe, d'accord, je comprends mieux. Très bien. Mais là, c'est pas ma période où je suis très très fort, donc je peux te dire des bêtises. Hein. D'accord. Là, je travaille vraiment de mémoire, de lecture ancienne. D'accord. Et dis-moi, en fin de compte, cette croisade albigeoise, donc elle a été terrible pour les gens du Sud, mais en fin de compte, ça a permis de rattacher le Sud de la France au Royaume de France et donc de créer le pays français que nous connaissons actuellement. C'est le début, oui. C'est le début. Oui. Donc en fin de compte, pour un mal, il y a eu un bien quelque part. Qu'en penses-tu personnellement? Voilà. Dis-moi le fond de ta pensée. Alors, je te dirais, il y a eu encore plus de bien que cela. Car avant Simon de Montfort, dans le Sud, toutes les traditions étaient orales. Oui. Or, lui qui venait du Nord, il a fait mettre par écrit toutes les traditions. Et l'une des principales, ça a été à Toulouse, de mettre le capitula par écrit. D'accord. Ce qui fait que les capitules de Toulouse, si on sait comment ça se passait depuis le XIIIe siècle, c'est un petit peu beaucoup grâce à Simon de Montfort. D'accord. Car après, il y a la déformation orale qui peut être prise en compte. Tout à fait. Alors que là, c'était par écrit. Donc, une fois que c'était écrit, c'était écrit. D'accord. Donc, il a fait œuvre de juriste aussi, alors. Voilà. C'était pas qu'un homme de guerre. C'était pas qu'un homme de guerre. À la mort de Simon de Montfort, il y a eu des cris de joie sur les remparts. Et ensuite, au bout de 8 jours, il y a eu des pleurs. Ah oui. Parce qu'on sait qui on quitte. C'est pas qu'on va trouver, oui, c'est vrai, c'est très juste, oui, effectivement. D'accord. Et dis-moi, je me suis laissé dire qu'il avait participé à une croisade aussi, Simon de Montfort. Oui, la 4e croisade, la croisade honteuse. Celle qui a pris Constantinople, c'est ça? Absolument, mais lui, il n'y a pas été. Il n'y a pas été, oui. Non, justement. Après la prise de Zara, il a dit aux autres... Oui, je suis pas venu pour faire ça, quoi. Je suis pas venu pour tuer les chrétiens. Il a respecté son serment. Il a respecté son serment, il a été en Terre Sainte, il est revenu en 1206. D'accord. Voilà. Et il a été très craint pendant la guerre là-bas, puisque c'était le petit-neveu, le petit cousin de Saladin, l'avait surnommé le lion terrible, un truc comme ça, mais je ne connais pas la traduction exacte en arabe. Mais paraît-il, quand il apparaissait sur un champ de bataille, même s'ils étaient 10 fois plus nombreux, ils préféraient partir. D'accord. Ah oui, c'est une anecdote très intéressante. Voilà. D'accord, bah je vois que tes connaissances sont exceptionnelles au niveau de la croisade albigeoise et je t'en remercie. Sinon, dis-moi, par rapport à ta troupe, combien est-ce que vous êtes? Et elle existe depuis combien de temps cette troupe? Elle existe depuis 2014. Ouais. En 2015, on a fait nos premières sorties et on est actuellement une petite vingtaine. Et comme je te disais, comme je disais à une amie il y a 2 secondes, c'est quelque chose de très soudé. Ouais, une mesnie, oui, d'accord. Je comprends maintenant, oui. On a marié notre fille. Ah, ça c'est beau, ça, c'est très beau, ça. Tout à l'heure, en grande pompe, avec nos amis musiciens, on a fait un défilé à travers les allées pour aller la marier. Et on se retrouve en dehors du médiéval, même lorsqu'on n'est pas en médiéval. D'accord. On se retrouve parce qu'on a plus que des liens d'intérêt pour la mesnie, on a créé des liens affectifs. Voilà. D'accord, ça c'est très important effectivement. Voilà. Et aussi on a développé tous les ateliers. Là, sur cette médiévale, on a décidé d'amener que la cuisine. Oui. Mais sinon. Et vous faites quoi alors? À là-bas on a l'atelier cordier. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Et c'est rare.
C'est rare, oui. L'atelier Cordier, on a l'atelier en luminure par un vrai maître lumineur. Oui, Isaline est là-bas. Isaline de la Bouteubrie. D'accord. On a l'atelier tissage, comme mon épouse D'accord. fait. Nous avons la cuisine, bien sûr, je tiens à te le dire. Ouais. Le tir à l'arc. On a fait pas mal d'animations de tir à l'arc et de tournois de tir à l'arc. Nous avons aussi l'escrime. L'escrime, mais c'est de l'escrime chorégraphié. J'enseigne que l'escrime chorégraphié. D'accord. Ensuite, ceux qui veulent faire du béour, bah, ils vont dans une autre compagnie. C'est pas mon truc. Ouais, je suis d'accord. Qui est pratiqué n'a rien de médiéval. Ouais, non, personnellement, c'est ce que je pense aussi. Alors, effectivement. C'est pas très beau comme là, spectacle. On va avoir de nouveaux ateliers. L'hygiène au Moyen-Âge, c'est un atelier qu'on a. Ah oui. On a aussi bientôt, c'est la frappe de René. J'en oublie, je suis sûr que j'en oublie. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. On en a 14 au total. Ah oui. Ah voilà. oui. Donc je t'invite à aller voir sur notre site, tu verras. Je l'ai récemment mis à jour, il n'est pas très bien filmé. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux me dire, me donner un lien pour aller Les sur... compagnons de Simon, tu tapes ça, ça apparaît très souvent en tête de liste de Google. Hein, donc il y a les compagnons de Simon, compagnie médiévale. D'accord. Donc pour les gens éventuellement qui voudraient se renseigner ou peut-être adhérer, si tu prends des adhérents, ils vont sur votre site et ils ont tous les renseignements. Alors nous avons beaucoup de nouveaux adhérents cette année. Ouais. On a 4 personnes qui nous rejoignent cette année, enfin il y a 5, 6. Ça c'est bien ça. 6 qui sont arrivés récemment. Donc on essaye de ne pas en prendre beaucoup. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de phénomène de rejet. Oui, bien sûr. Si on met trop d'eau dans non, ça va pas. Il n'y a pas une bonne assimilation. Ouais, je comprends tout à fait. D'accord, d'accord. Et sinon, bon, je vais pas te demander quelle est ta période médiévale préférée, j'imagine. C'est le 13e. Voilà. Voilà, d'accord. Et alors, dis-moi, imagine, j'ai une machine à remonter dans le temps et je te dis, je peux te donner une date, tu programmes une date, quel est l'événement ou la bataille ou le sac que tu aimerais voir de visu de tes propres yeux? Qu'est-ce La bataille de Muret. La bataille de Muret. Alors, et pourquoi? Pourquoi la bataille de Muret? Septembre 1213. Oh bah, j'étais sûr que tu allais dire ça, tu vois. C'est la bataille fabuleuse, quoi. Il y a 25 000 assaillants. Simon de Montfort n'a que 808 combattants avec lui. Et c'est lui qui tue 24 000 personnes. Il ne perd que 8 personnes. C'est un stratège hors pair. D'accord. Je veux voir cette bataille. Ah ouais. Je veux voir comment il a fait. Parce que les histoires, ce qui est marqué dans les textes, c'est partiel. Oui. On n'a que des éléments... Partiel et partial parfois. Et partial en plus. Oui, voilà. Moi, je voudrais bien la voir. Je voudrais bien voir comment il s'y est pris, quand il a passé le Gaël, les risques qu'il a pris, pourquoi il a eu 0 mort alors qu'il aurait pu avoir des morts entraînés par le courant. Tout ça, ça m'interpelle. J'ai plein de questions là-dessus. Et puis j'aurais voulu voir aussi la dissension parmi le Sud, entre chaque petit chef qui était dans les 3 grandes armées, qui, quand ils étaient morts, bah, c'était la panique, quoi. Il n'y avait plus de tête, c'était n'importe quoi. D'accord. C'est pas simple, ouais. C'est une bataille qui est absolument fabuleuse. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, si je me trompe pas, c'est Pierre d'Aragon en face, hein? Alors, en face, il y a Pierre II d'Aragon qui va mourir. Hein, il va prendre une flèche dans l'œil, non? C'est pas ça? Non. Alors, dis-moi. C'est 2 des chevaliers de Simon de Montfort qui se sont donnés comme objectif de tuer Pierre d'Aragon. D'accord. Pierre II d'Aragon. Alors, ils vont attaquer celui qui est habillé, qui a les armes de Pierre II d'Aragon. Oui. Mais le roi l'avait confié son armure et ses armes à son meilleur ami. C'est un signe de courtoisie et aussi un signe de respect. D'accord. Et quand il a vu que la personne le prenait pour le roi, c'est pour ça qu'il était attaqué, il a enlevé son aume et il a dit non, le roi c'est moi. Oui. Alors les chevaliers sont retournés contre lui et le pauvre roi est mort. D'accord. Par chevalerie. Par chevalerie, tout à fait. Donc on reste bien dans nos valeurs et voilà. Une mort héroïque. Une mort c'est formidable. J'aime bien la façon dont tu racontes ça, on a l'impression d'y être. On sent la passion. C'est formidable. Ah, franchement. Et sinon, petite dernière question. Quelle est l'arme que tu préfères? J'imagine que c'est l'arc.
Alors, dis-moi. j'ai pas une arme que je préfère. Ouais, vas-y. Je dirais c'est le chevalier là. Parce que ce n'est pas l'arme qui est dangereuse. Ouais, c'est l'homme. C'est l'homme qui la tient. Ouais, ouais. Or, si l'homme sait tenir une arme, quelle que soit l'arme, il est dangereux. Tout à fait. Donc l'arme, pour moi, c'est le chevalier. D'accord. Ce n'est pas l'arme. Bon, c'est sûr qu'un chevalier tout nu contre un chevalier On s'entend bien, on se comprend. habillé, Évidemment. Et donc pour toi, bon, le summum de la chevalerie, donc c'est le XIIIe siècle. Après, c'est plus la même chose. Dis-moi. je sais pas. C'est ma période favorite parce que les chevaliers sont de vrais chevaliers. Il y a encore les valeurs chevaleresses à ce moment-là, oui, qui vont disparaître ensuite En progressivement. 14e, c'est fini. C'est fini, tout à fait. Quand on voit qu'un abruti comme Bertrand Guesclin va devenir maréchal de France, alors que c'est un lâche, un pleutre, qu'il a aucune valeur de chevalerie, et qu'il devient maréchal de France, et qu'il est tué par ses propres hommes empoisonnés. Je comprends. Voilà, alors que comprends ton point de les hommes de Simon de Montfort se seraient fait couper en 4 s'ils avaient besoin pour sauver Simon de Montfort. Tu vois la différence Je comprends. Voilà. Je vois bien ton point de vue. À un siècle près, Oui. c'est plus la même chose. Oui, tout à fait. C'est plus la même chose. On est d'accord, oui, oui. Tout à fait. Eh ben écoute, je suis très très content de cet entretien. Je vais te laisser à ta mesnie et à tes Merci. occupations. Et vraiment, ça a été un grand honneur et un grand plaisir de faire cette interview. Merci Simon. Et je te dis à bientôt. Merci. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses grâce à Simon de Montfort. Je le remercie vraiment pour le temps qu'il a passé avec moi. Je lui présente tous mes respects et je lui dis meilleurs vœux pour la nouvelle année, Simon. Meilleurs vœux pour 2022 et puissions-nous nous rencontrer dans peu de temps. Salut à toi mon ami. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.